Bonjour tout le monde. Nous recevons aujourd'hui le professeur Christian Niels Robert, professeur honoraire, pour nous pencher sur une initiative majeure, mais également controversée de la justice internationale. La création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Ce tribunal doit poursuivre des personnes considérées comme portant la responsabilité la plus élevée dans le crime d'agression contre l'Ukraine. Il entend notamment combler une lacune juridictionnelle de la Cour pénale internationale concernant ce crime. Mais au-delà de l'objectif affiché de lutter contre l'impunité, plusieurs questions fondamentales se posent. Sur quelle légitimité juridique repose cette juridiction? Peut-elle effectivement juger les plus hauts responsables d'un État qui ne reconnaît pas sa compétence? Et surtout, la création d'un tribunal consacré à un conflit particulier renforce-t-elle l'universalité du droit international ou risque-t-elle, au contraire, d'alimenter l'accusation d'une justice sélective, d'une justice à la carte? C'est autour de ces interrogations que nous allons échanger avec notre invité, le professeur Christian Niels Robert. Mon professeur, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Professeur, commençons par le fondement même du projet. Pourquoi a-t-on estimé nécessaire de créer un tribunal spécial alors que nous disposons déjà de la Cour pénale internationale? Quelle est exactement la lacune juridique que ce tribunal est censé combler? Alors, avant de répondre plus ou moins techniquement à votre question, j'aimerais vous dire que j'ai enseigné pendant plus de 30 ans le droit pénal et que je me suis intéressé un peu aux structures anthropologiques qui entourent cette institution fondamentale de tout État et que j'ai adopté une attitude assez critique par rapport à l'institution pénale elle-même. Donc, évidemment, quand j'ai vu arriver le droit pénal dans le droit international, je me suis demandé, comme j'avais une position critique à l'égard du droit pénal en général, je me suis demandé s'il était opportun vraiment de se lancer en droit international dans des institutions de droit pénal. Et c'est vrai que dès que le traité de Rome a été appliqué dans les années 2000, j'ai critiqué l'institution du traité de Rome car je me suis aperçu qu'effectivement, il avait des faiblesses fondamentales, ne serait-ce que par le fait qu'il n'a pas de police. Donc, évidemment, ces critiques, elles sont maintenues maintenant au travers des institutions qui ont été créées depuis le traité de Rome, dont notamment ce fameux tribunal spécial pour l'Ukraine. Alors pourquoi donc ma critique portera également en général sur la CPI, comme je l'ai fait en 2002 dans une publication qui fait partie de mes écrits, et maintenant vis-à-vis de ce tribunal spécial pour l'Ukraine. Alors, est-ce que ce tribunal pénal pour l'Ukraine va effectivement combler une lacune? Elle va combler une lacune dans un système qui est fondamentalement lacunaire. Donc, il aura les mêmes lacunes que la CPI. Mais l'essentiel est de savoir que la CPI n'est pas compétente en l'état en se basant sur le traité de Rome pour poursuivre la Russie pour un crime d'agression, et c'est une conséquence des amendements de Kampala de 2010, et Kampala n'a pas corrigé ce qui aurait dû être corrigé, c'est-à-dire la possibilité pour attaquer un État qui n'est pas participant au traité de Rome et qui a commis des actes d'agression étatique. Et donc, c'est pour parer à ce manque qui a été entériné dans des conditions d'ailleurs extrêmement fragiles à Kampala en 2010 autour des modifications du traité de Rome, que n'a pas
qu'on n'a pas réussi dans les discussions à établir clairement qu'on pouvait soumettre à la CPI un État non membre s'il avait commis une agression étatique. Et donc maintenant, c'est pour combler cette lacune, très clairement, c'est la raison pour laquelle on essaye de créer, enfin on a créé maintenant, c'est assez bien réalisé, un traité pour accuser et condamner peut-être un jour les acteurs de l'agression étatique russe contre l'Ukraine. Oui. Professeur, la formule retenue repose sur un accord entre l'Ukraine et le Conseil de l'Europe. Une juridiction créée dans ce cadre possède-t-elle, selon vous, une légitimité internationale suffisante pour juger le crime d'agression, qui concerne par définition les plus hauts dirigeants d'un État? Le tribunal doit fonctionner dans le cadre institutionnel du Conseil d'Europe. Oui, alors là, il y a d'abord un problème de légitimité. Je ne suis pas très sûr que la mission du Conseil de l'Europe dans le cadre international est un cadre de création de tribunaux. J'ai fonctionné pour le Conseil de l'Europe dans différentes institutions, protection du patrimoine, protection des droits de l'homme, pour le Comité européen de protection contre la torture. J'ai l'impression que les missions du Conseil de l'Europe ne concernent pas la création de tribunaux. Donc je me pose déjà cette question de l'ancrage d'un tribunal dans le cadre du Conseil de l'Europe. C'est une première question de légitimité institutionnelle que je me pose. Mais bon, c'est fait, il y a eu la conférence de Chisinau, on a accepté la création de ce tribunal. Toujours est-il que ce tribunal est le tribunal de 36 États plus la communauté européenne. 36 États dans un monde de plus de 190 États, je me demande si ça vaut une légitimité internationale. Je me pose la question. Oui. Professeur, se pose ensuite la question extrêmement sensible des immunités. En droit international, comme vous savez, les chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères bénéficient de protections particulières. Jusqu'où un tel tribunal pourrait-il aller lorsqu'il s'agit de poursuivre les plus hauts responsables russes? Existe-t-il ici un risque de conflit entre différentes règles du droit international? Alors, c'est le fameux article 27 du traité de Rome. Alors, je crois que c'est aussi une des grandes faiblesses de l'édification du droit pénal en droit international, où on édifie un édifice de droit pénal et on supprime complètement les immunités de chefs d'État, où on maintient les immunités de chefs d'État et on ne construit pas un système de droit pénal. Je trouve que c'est une exception qui n'est pas admissible. On ne peut pas continuer à faire vivre un système de droit pénal international avec des immunités de chefs d'État. Oui. Il y a également la question de la faisabilité pratique. Un tribunal peut être juridiquement constitué, mais comment exercer réellement sa juridiction si les accusés ne sont pas arrêtés ou remis à la justice? Peut-on imaginer un tribunal efficace sans coopération avec la Russie? Alors, d'abord, il faut savoir que ce qu'on a vécu historiquement comme expérience de droit international pénal, c'est principalement Nuremberg, quand même, qui reste notre modèle. Mais qu'est-ce que c'est que Nuremberg? C'est un tribunal de vainqueurs avec des accusés présents. Et je pense que le modèle que j'ai beaucoup étudié sur le plan anthropologique, qui est le processus sacrificiel, a été rempli parce qu'à Nuremberg, nous avions des accusés et nous avions un vainqueur, ce qui est absolument fondamental dans la procédure sacrificielle. Et pour l'instant, on n'envisage même pas d'avoir un sacrifice, une personne sacrificielle dans le processus du tribunal spécial pour l'Ukraine,
puisqu'on pense même pouvoir juger in absentia. Le tribunal pour l'Ukraine a prévu de pouvoir juger in absentia. Je pense que la procédure in absentia, c'est une procédure complètement aberrante dans un processus sacrificiel. Oui. Une question aussi fondamentale concerne l'indépendance de cette justice. Lorsque le tribunal est créé avec le soutien politique, institutionnel et financier d'États directement engagés en faveur de l'une des parties au conflit, quelle garantie faut-il mettre en place pour que son indépendance et son impartialité ne puissent pas être sérieusement contestées? Alors évidemment, son impartialité, elle fait partie de sa légitimité. Donc la légitimité de ce tribunal spécial, elle doit être indépendante, sinon elle n'a aucune légitimité. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons maintenant que l'Ukraine soit vainqueur. Qu'est-ce qu'on va penser de ce tribunal qui a été demandé par quelqu'un qui devient vainqueur? Il y aura quand même des problèmes quant à sa légitimité si l'Ukraine devient vainqueur dans ce combat. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura aussi un problème si l'Ukraine est vaincue, parce que ce tribunal va avoir aucune autorité, puisque ça sera le tribunal du vaincu. Je ne vois pas d'issue. Et d'après ce que je lis des profits, des perspectives, à 90%, on ne verra jamais Poutine devant ce tribunal. Donc, un sacrifice demande une victime concrète. Oui. Et qu'est-ce que, comment vous voyez aussi ce refus concernant, par exemple, la procédure engagée devant la Cour pénale internationale ou aussi devant cette Cour, d'analyser aussi les accusations russes contre les Ukrainiens concernant les crimes commis contre les minorités russes aussi en Ukraine? Alors, le problème, si on aborde le problème des victimes, oui. Je pense qu'il faut d'abord penser que le droit pénal a toujours poursuivi ou imaginé des auteurs qui ont commis qui ont attaqué des victimes individuelles. Le droit pénal n'a jamais imaginé qu'il allait poursuivre des auteurs de crimes de masse. Et je crois qu'on a eu dans l'histoire récente des problèmes tout à fait intéressants dans l'ex-Yougoslavie, puisqu'on a eu des auteurs et des masses de victimes. Il a fallu traiter ces masses de victimes qui ont été des victimes d'auteurs criminels, pénalement condamnés. Et on a vu que la justice pénale n'était pas du tout adéquate pour traiter ces victimes. On a dû considérer que ces personnes devaient être accompagnées dans leur deuil, accompagnées dans leur peine, accompagnées dans leur profonde déception, dans leur perte familiale, dans leur perte matérielle, dans leur perte psychologique. Et il a fallu se dire, constater qu'en fait la justice n'était pas du tout outillée pour aborder les problèmes concrets, psychologiques, psychiatriques, matériels de ces victimes. Et j'ai moi-même, donc comme professeur, j'ai eu autour de moi des collaborateurs, des assistants qui ont été travaillés en Bosnie, dans ces pays donc après-guerre, pour travailler dans l'esprit de victimologues pour assister la justice au-delà des jugements, pour accompagner toutes ces victimes, mais ça n'était pas un travail de juriste, c'était un travail de psychologue, d'assistant social, de psychiatre, de médecin, pour travailler avec les victimes. Et quand je pense aux victimes donc de guerre, comme maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, je ne pense pas du tout à un travail juridique, et je ne pense pas du tout que la justice a les instruments pour accompagner des victimes de masse. Je suis désolé de le dire, mais je ne crois pas du tout que la justice est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour des crimes de masse. Elle n'est pas faite pour guérir des crimes de masse. Oui.
Professeur, cela nous conduit à la question du double standard. Pourquoi créer un tribunal spécial pour l'Ukraine alors que d'autres guerres et interventions militaires controversées n'ont pas donné lieu à des mécanismes comparables? L'Irak, l'Afghanistan, Libye, Gaza, Iran, Soudan ou d'autres conflits sont régulièrement invoqués dans ce débat. Cette différence de traitement peut-elle fragiliser la légitimité du tribunal, même si elle ne change pas la qualification juridique des actes commis en Ukraine? Ah, tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je crois que, comme je l'avais dit en 2002, donc peu de temps après la création du traité de Rome et de la Cour pénale internationale, on pourrait criminaliser le monde. On pourrait créer des tribunaux tous les jours. Et je ne sais pas très bien si c'est ça le vivre ensemble. Moi, je crois que si on essaye de vivre ensemble dans le monde, ça n'est pas en multipliant les tribunaux. Je crois qu'il faut voir d'autres solutions pour vivre ensemble que d'ouvrir ponctuellement des tribunaux Afghanistan, Gaza, etc., comme vous l'avez énoncé tout à l'heure. Je ne sais pas si on partage cette voie de penser le vivre ensemble autrement qu'à coup de condamnation. Oui. Peut-on aller plus loin et parler d'un risque de précédent avec des mentions juridiques? Si la communauté internationale considère aujourd'hui légitime de créer une juridiction spéciale pour le crime d'agression contre l'Ukraine, pourrait-on demain invoquer ce précédent pour demander des tribunaux comparables concernant d'autres conflits, ou ce mécanisme reste-t-il juridiquement exceptionnel? Je pense que les mécanismes qu'on devrait mettre au point devraient être pensés de façon tout à fait originale. Et j'ai, dans mon article, cité un prof dont j'ai suivi les cours à Harvard, qui avait fait une critique à la fin du procès Nuremberg et qui a déjà dit qu'à Nuremberg, on avait utilisé des procédures tout à fait baroques et qu'on n'avait rien créé de génial, d'original et de nouveau, et qu'on aurait dû déjà, en 1946, créer des procédures nouvelles ou des mécanismes nouveaux pour résoudre les problèmes de l'époque nazie, pour résoudre les problèmes de la période nazie. Oui. En tant que Suisse, j'aimerais savoir votre point de vue. La Suisse soutient également le processus incessionnel. Elle figure parmi les États ayant exprimé leurs intentions de rejoindre l'accord partiel élargi relatif au comité de direction du tribunal. Pour un pays qui revendique traditionnellement sa neutralité et son rôle de dépositaire du droit humanitaire, comment analysez-vous cet engagement suisse? Est-il simplement juridique ou se lève-t-il aussi une question de politique extérieure avec ce polémique concernant la neutralité, les choix de M. Cassis du Conseil fédéral, etc. Oui, je crois que la Suisse n'est pas assez active, elle n'est pas assez courageuse, elle est timide, je crois, dans ce domaine. Et je crois que la meilleure institution, enfin une des institutions suisses qui est la plus active, la plus engagée, c'est le CICR, mais le Conseil fédéral ne fait pas grand-chose, il est très prudent, il organise une conférence comme le Bürgerstock, mais ça n'a rien donné. Je trouve qu'il pourrait prendre des positions courageuses, mais parmi les décisions, quand même, vous l'avez vu dans mon article, je crois que quand Cassis, le Conseil fédéral, a dit « laissons venir Poutine s'il vient pour la paix », je pense que c'était courageux. Mais je pense que des décisions de ce genre devraient être prises plus souvent, de façon plus favorable, plus engagée dans la défense de propositions originales pour la défense des droits de l'homme. Plusieurs diplomates suisses évoquent l'idée que la neutralité suisse aujourd'hui est menacée et que la Suisse a perdu sa notoriété diplomatique, sa politique au niveau international
par exemple, en adoptant automatiquement les sanctions contre les Russes, par exemple, en défendant, par exemple, la politique israélienne. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, il y aura aussi ce vote concernant l'initiative, est-ce que vous croyez que la neutralité suisse est aujourd'hui menacée? Écoutez, on est dans des situations. Nous devons aussi prendre attention à nos engagements. Et c'est vrai que nous avons des soldats qui sont engagés à l'étranger. Nous avons des représentations diplomatiques dans le monde entier. Nous avons des engagements dans le développement, pas très forts d'ailleurs, mais nous avons à défendre des intérêts partout dans le monde, et il s'agit de gérer ces engagements en les protégeant aussi. Donc c'est vrai que notre neutralité, elle doit être quelque part active mais prudente. Oui. Plus largement, assistons-nous à une évolution de la justice internationale après les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, la Cour pénale internationale et maintenant ce tribunal spécial. Allons-nous vers une multiplication de juridictions créées pour répondre à des situations particulières? Et est-ce que c'est une force pour le droit international ou le signe que son architecture universelle ne fonctionne plus suffisamment? Je crois que le bilan de la CPI n'est pas très positif. Et quand je fais le point des condamnations, je vois qu'il y a 11 ou 12 condamnations, dont 10 Africains. Je trouve ça tout à fait lamentable. Donc, je me dis qu'avec un budget de 800 millions, 20 ans de travail ou 40 ans de travail et 11 condamnations, ça me paraît assez dérisoire pour 800 personnes qui travaillent à plein temps dans un tribunal qui a des problèmes internes considérables, comme on vient de le voir, puisque le procureur général Kahn a été suspendu. Et je trouve que si je dois faire un bilan pour le tribunal spécial en fonction des résultats de la CPI, je ne suis pas très optimiste. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce polémique, ces problèmes, ces tensions aussi politiques autour de la Cour pénale internationale, est-ce que la justice pénale internationale est menacée aujourd'hui? Par exemple, on a vu les démarches engagées par l'administration Trump pour encourager des pays à démissionner, à se retirer de la Convention de Rome. Est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui? Ah, je pense que oui, très sérieusement, quand je pense à l'activisme de Rubio contre la CPI, donc l'Américain, qui engage des pays africains à quitter le traité de Rome, comme il l'a fait auprès du Kenya très récemment. Même sud-américain, Venezuela, Colombie, oui. Pardon? Même des pays de l'Amérique du Sud, comme le Venezuela, le Colombie et tout. Ça pourrait continuer. Oui. Il pourrait continuer à menacer des pays africains, c'est facile de couper les vivres en leur disant si vous ne retirez pas du traité de Rome, on arrête les frais, quoi. Je pense que c'est une menace qui va continuer de la part des Américains. Et si évidemment le nombre de partenaires au traité de Rome baisse, la légitimité du traité de Rome sera affaiblie. Oui. Professeur, j'aimerais clôturer notre entretien. Je vous remercie malgré les empêchements de santé. Vous avez répondu positivement à notre invitation. La question centrale de cet entretien, ce tribunal spécial, peut-il réellement renforcer le droit international ou risque-t-il de renforcer l'idée qu'au XXe siècle, la justice internationale demeure encore largement dépendante des rapports de force entre les États? C'est évident. Ça me paraît tout à fait clair. Et je crois que les discussions autour des amendements de Kampala indiquent par transparence
qu'il y a eu des discussions très, très délicates pour établir cette protection des 5 étapes du Conseil de sécurité. Oui. Professeur, en tant que juriste international, de renommation internationale, votre message pour les victimes? Qu'il ne faut pas qu'elles attendent des solutions de secours d'un tribunal pénal. Merci infiniment, professeur Christian Niels Robert. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté votre expertise à ce débat au-delà du cas ukrainien. La création de ce tribunal spécial pose finalement une question beaucoup plus vaste. Comment poursuivre les responsables d'un crime d'agression tout en construisant une justice véritablement universelle, indépendante et applicable de la même manière à tous les États? Car la crédibilité du droit international ne dépend pas seulement de sa capacité à juger les crimes les plus graves, elle dépend également de sa capacité à convaincre que les mêmes principes valent pour tous, indépendamment de la puissance des alliances et du contexte géopolitique. Merci mon professeur et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et à bientôt. Merci beaucoup, professeur. C'est très bien. Merci. Vous aviez bien préparé.